Les tribunaux font exprès de faire traîner les tactiques légales. Ils font traîner parce qu'ils savent que le pronostic vital de nos vieillards incarcérés est incertain. Donc, ils font traîner parce qu'ils savent que nos prisonniers vont mourir en attendant une justice qui ne viendra jamais. Oui, bonjour à tous. Nous sommes le 12 octobre, Journée internationale de la réparation. Nous sommes le 12 octobre, Journée internationale pour les réparations. Et je vous donne juste un seul exemple de ce qu'ils ont fait pour Mumia. C'est que plusieurs douzaines de boîtes en carton contenant des preuves de son innocence sont restées cachées 36 ans dans un placard fermé à clé du bureau du procureur. Dans quelques jours, nous allons vivre un événement assez exceptionnel, peu audible, mais un événement qui marquera certainement notre histoire en tant que personne d'ascendance africaine. Julia, c'est à toi. C'est quand tu veux. Oui, Mumia. Je voudrais vous parler d'une raison de mon optimisme. J'ai un très profond optimisme qui plonge ses racines dans mon histoire et aussi dans votre histoire, dans l'histoire de la diaspora noire. C'est que nous avons toujours résisté. Et je voudrais parler un petit peu de notre façon de résister. Quelques exemples. En 1968, les étudiants qui se rebellaient et qui envahissaient l'université de Columbia ont saccagé les placards de leurs profs, ont découvert que leurs profs étaient en fait des employés de la CIA et ont trouvé au fond de ces placards des dossiers emplis d'algorithmes calculant les facteurs d'instabilité des peuples frères africains. En 1971, un autre groupe d'étudiants anti-guerre du Vietnam, dans une petite ville de Pennsylvanie, cambriole les quartiers généraux du FBI, y ouvre aussi des placards et découvre pour la première fois des documents prouvant l'existence d'un groupe qu'on ne connaissait pas, le COINTELPRO. En 2021, soigneusement étiqueté et rangé dans des boîtes, dans un placard d'une salle d'une université de Pennsylvanie, on retrouve par hasard des ossements d'au moins 2 enfants brûlés vifs lors du bombardement du groupe Eco-Radical Move, bombardement qui eut lieu en 1985. Ces ossements n'avaient pas été restitués à leurs parents et servaient à des cours d'anthropologie légiste.
En juin de cette année, dans une cave humide d'un tribunal d'une petite ville du Mississippi, la famille d'Emmett Till, cet enfant noir, lynché en 1955, eh bien, sa famille trouve une boîte poussiéreuse contenant un mandat d'arrêt vieux de 67 ans contre Carolyn Bryant. Arrestation qui n'a jamais eu lieu car cette dame avait 2 enfants à élever, 2 enfants à charge. Or, c'est sur la parole de Carolyn Bryant, dame blanche, que l'enfant noir fut lynché en 1955. Quelques jours plus tard, on retrouve dans une autre boîte un classeur dans une université de Caroline du Nord, l'autobiographie hagiographique de cette même Caroline Bryant. Écrit cousu de fil blanc et bourré de contradictions narcissiques, pour dire le moins. À ce jour, la justice n'a pas bougé. Et que dire des boîtes de Donald Trump? Et que dire surtout des boîtes de ciment, des cercueils qui ne disent pas leur nom, les mitards, cachés au fin fond de nos prisons et qui enferment nos prisonniers politiques, notre leadership, notre vérité. Et que dire de la parole des prisonniers eux-mêmes qui trouvent les failles des boîtes que sont leurs donjons pour faire entendre leurs témoignages sur l'enfer qu'ils vivent. Nous apprenons la vérité d'arrache-boîte. Même mon père, on a accusé mon père d'être obsédé par une image de boîte. On a même écrit un essai sur l'obsession de Richard Wright. Richard Wright obsédé par le rectangle. Évidemment, je crois que nous comprenons. En tous les cas, l'enfermement des prisonniers politiques dans ces méga-boîtes en ciment, en lieu sûr, où on peut non seulement cacher nos dirigeants, mais leurs messages hors de portée. On espère ainsi nous enlever notre parole et nous réduire au silence. Or, c'est dans ce contexte que les boîtes de Mumia prennent tout leur sens. Parce qu'évidemment, Mumia a aussi ses boîtes. Quand on raconte l'histoire des boîtes de Mumia, on croit rêver. Enfin, moi, quand je l'ai appris pour la première fois, j'ai pensé que je lisais une nouvelle de science-fiction. Car, en effet, un jour, le procureur qui instruit avec vigueur et acharnement le dossier contre Mumia, Larry Krasner, il s'appelle Larry Krasner, découvre par hasard, il cherchait une chaise. Il n'avait pas cette chaise. Et il cherche dans tous ses bureaux cette chaise et il ouvre une porte fermée à clé et comme par hasard, il tombe sur une série de boîtes dont il ne connaissait pas, dit-on, l'existence. Et plusieurs de ces boîtes étaient marquées Mumia Abu Jamal.
Bon, comme il y avait des témoins, il a été obligé, c'est la loi, de communiquer l'existence de ces boîtes à la défense. Et qu'a trouvé la défense dans ces boîtes? Eh bien, comme par hasard, des preuves qui innocentent Mumia et qui prouvent toute l'étendue de la corruption, de la justice, de l'injustice criminelle. On l'appelle criminal injustice system, pas la criminal justice system, criminal injustice system. Alors, par exemple, une lettre écrite par un témoin très prisé par l'accusation. C'était en fait le témoin étoile de l'accusation. C'était un homme qui avait un, comment on dit, un dossier judiciaire, criminal record, qui avait un passé, qui avait en fait jeté un cocktail Molotov dans une cour d'école et qui avait raconté qu'il avait vu tirer Mumia Abu Jamal. Or, il s'avère, d'après plusieurs autres témoins, dont Veronica Jones, qui n'était même pas sur les lieux cette nuit-là. Et la preuve, c'est qu'on retrouve dans les boîtes, dans les fameuses boîtes, une lettre qu'il écrira au procureur en réclamant au procureur l'argent promis pour son témoignage. Citation. Après tout ça, où est mon argent? Fin de citation. Alors, rien que pour subornation de témoins ou corruption de témoins, normalement, on devrait prononcer un non-lieu. Mais ça n'est pas tout. Toute une autre série de preuves dans ces mêmes boîtes prouvent qu'il y a eu de nombreuses tentatives de manipuler le jury et d'exclure les jurés noirs de ce jury qui a condamné Mumia à mort. Vous savez que en Pennsylvanie, il y eut un procureur de grand renom appelé McMahon et qui enseignait aux procureurs en herbe à exclure des Noirs du jury. Il leur disait, par exemple, faites attention aux femmes noires parce qu'elles ont la réputation d'être en colère. Alors, toutes les fois que vous voyez une femme noire se présenter pour faire partie du jury, vous l'excluez sans justification aucune. Et troisième série de preuves contenues dans les boîtes, c'est que tout simplement, l'avocat commis d'office a agi au détriment de Mumia. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il était mal préparé. On lui a donné, je crois, moins de 1 000 $ pour se préparer et pour collecter des preuves et préparer ces preuves, alors que l'accusation n'avait pas de plafond de défense, pas de plafond de dépenses. Ces boîtes de Pandore vont être ouvertes et toute la signification de la phrase de Maureen Faulkner, la veuve de l'officier
qui a aussi été blessé cette nuit-là et qui, lui, a trouvé la mort, la phrase que Maureen Faulkner a prononcée prend tout son sens. Et je vous cite cette phrase. « Nous savons que Mumia sera libre. Tout ce que nous voulons, c'est retarder cette libération le plus longtemps possible. » Alors, que veut-elle dire? Parce qu'il y a tout un sous-texte à cette phrase. Elle n'ose pas le dire ouvertement. Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que elle sait très bien que Mumia est innocent. Elle sait très bien qu'il n'est pas coupable. Mais le plus longtemps il restera en prison, de deux choses l'une. Ou il mourra de ce qu'on appelle la maladie carcérale, et je vais en parler, ou il sera assassiné. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que l'ordre fraternel de la police souhaite. Excusez-moi, Julia. Oui, Si c'est ce qu'on ne souhaite pas du tout, si Mumia meurt en prison, avec tout ce que tu viens d'énumérer, avec toutes ces boîtes retrouvées, toutes ces preuves, est-ce que les gens ne vont pas mettre le feu dans la plantation? je ne réponds pas pour eux. Je n'ai pas le droit. Est-ce que, Mais tout ce que je peux dire, c'est que si on a fait ce qu'on a fait pour George Floyd, si on a fait ce qu'on a fait pour Martin Luther King, mais si on n'a pas fait ce qu'on devrait faire pour Emmett Till, la question se pose. euh, Après le décès de Russell Maroon Shoatz, j'étais allée aux Nations Unies demander sa libération médicale. On m'a donné 3 minutes, j'ai parlé 3 minutes. Mais après le décès de Russell Maroon Shoatz, j'ai monté, j'ai créé un groupe Mumia, groupe simplement autour de sa santé, pour qu'on se focalise sur sa santé. Parce que c'est trop grave. Parce que ils le font exprès. Ils font traîner les appels, mais ça serait comique si ça s'était autrement. Mais c'est grave. Ils cherchent au fond de leur dossier des pétitions archaïques qui remontent à 200 ou 300 ans. Et ils font valoir ces pétitions pour retarder les appels de Mumia. Ça, c'est l'ordre fraternel de la police qui fait valoir ces pétitions-là pour retarder les appels de la défense de Mumia. Et les juges qui sont pourris acceptent. Donc, d'appel en appel, de tactique dilatoire en tactique dilatoire,
les comparutions au tribunal sont remises, le temps passe, Mumia vieillit, les autres, c'est pareil. Et comme ça, les paroles de Maureen Faulkner prennent tout leur sens. Je voudrais revenir vers mes raisons d'optimisme. C'est que il y a 2 raisons d'optimisme. C'est que la gravité de la situation a donné naissance à deux événements remarquables. L'un, c'est le document que vous avez reçu et qui est la lettre aux Nations unies pour réclamer l'arrêt, le stop de death by incarceration, des longues peines sans possibilité de parole, qu'on appelle la mort par incarcération. Ça, c'est un document admirable. C'est un document historique. J'espère qu'il sera enseigné partout aux États-Unis, dans les universités. Pour moi, c'est une déclaration des droits des prisonniers aux peines longues. C'est un document que nous devons tous lire et faire valoir. En 2022, une coalition d'organisations s'est constituée autour de prisonniers condamnés à perpétuité aux États-Unis. Et ceci pour lancer, le 15 septembre dernier, une campagne pour l'abolition de ce que les militants ont appelé l'autre peine de mort, à savoir des peines à rallonge qui dépassent l'espérance de vie des gens, ou même des condamnations assorties d'une possibilité de liberté sur parole, mais qui dans les faits ne sont quasiment jamais révisées. Tout ceci aboutissant à ce que des centaines de milliers de personnes aux États-Unis soient aujourd'hui condamnées à mourir en prison. On peut s'en douter, avec un nombre croissant de prisonniers du 3e, voire du 4e âge, on voit surgir une nouvelle problématique qui est celle de la maltraitance en fait, des personnes âgées. Je vais vous donner l'arithmétique pour Mumia. C'est une arithmétique médicale très dure. Il est diagnostiqué congestion cardiaque à vie, malgré son opération à cœur ouvert, il reste congestionné cardiaque à vie. Un patient libre, c'est-à-dire non incarcéré, a 50% de chances de survivre sur une période de 5 ans à partir du diagnostic. Mais ça, c'est libre, ayant accès à un régime approprié. Mumia se bat encore derrière les barreaux pour avoir accès à un régime cardiaque qu'on lui refuse. On le lui refuse. Il mange ce que Mumia appelle du blanc, c'est-à-dire du pain blanc, des patates blanches, du riz blanc. Alors que le régime cardiaque, c'est tout le contraire. Il n'a aucun fruit, aucun légume. C'est un poison lent pour un cardiaque. Alors, c'est pour vous donner une idée du temps dont nous disposons. Mumia n'est pas le seul. Ils sont tous en fin de vie. Chaque moment pour eux compte. Notre temps est en tandem avec le leur, à savoir que chaque chose que nous faisons à l'extérieur, pour eux, a la possibilité de rallonger leur vie. Quel lien nous faisons entre réparation et libération de Mumia?
Eh bien, pour nous, la réparation, c'est ça. Recouvrer le contrôle sur notre pensée, sur nos actions, élargir le périmètre de notre conscience, recouvrer notre capacité à instituer notre paradigme dans l'espace où nous vivons.